Alors, l'exercice biographique, moi, je mettrais peut-être juste deux mots. Le hasard et pas la nécessité. Euh, je suis née en 47, hein. J'appartiens à une génération où il n'était pas habituel de faire des études secondaires, puisqu'il n'existait pas le collège unique, et encore moins dans mon milieu social, puisque je suis fille d'ouvrier. Donc c'est vraiment le hasard de la scolarité qui m'a fait commencer des études, et de hasard en hasard, mais aussi une nécessité parce que dans cette génération, je suis rentrée à ce qu'on appelait le lycée à l'époque, il n'y avait pas de collège, hein. Je suis rentrée en 58, et à l'époque, il y avait tout un système d'aide pour les familles, de bourses, de moyens, matériels aussi, on fournissait les livres, on fournissait toutes sortes de choses. Et la nécessité après, eh bien, c'est que c'était assez rentable de faire des études dans une famille ouvrière, d'avoir un enfant qui fait des études, et c'était intéressant. Donc voilà, le hasard et la nécessité m'ont conduite jusqu'à mes 2 bacs, hein, puisqu'on a passé 2 à l'époque, donc 64 le premier, 65 le second. J'étais encore, je suis 47, donc j'étais encore mineure. Et à l'époque, il y avait une particularité, c'est que tout était ouvert. Maintenant, on raisonne en plan de carrière. En réalité, non. À partir du moment où on avait ces bacs, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Et nous étions courtisés par l'administration, et notamment l'école des impôts, qui venait de s'installer, enfin qui s'est installée à Clermont-Ferrand d'ailleurs en 66, hein, elle est arrivée après, et qui essayait de recruter des bacheliers pour faire des études. Ce serait l'équivalent aujourd'hui, on dirait, de rentrer dans une école de la fonction publique, hein. Et donc, ils écumaient les lycées, j'étais dans un très grand lycée de province, ils écumaient les lycées pour voir s'il n'y avait pas des gens qui seraient intéressés pour préparer des concours. Et on était payé pour préparer les concours. C'était vraiment très important d'avoir une rémunération. Et il se trouve qu'il y avait le trésor, les impôts. J'ai pris les impôts. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et la rémunération nous permettait de préparer le concours. On était payé 1 an pour préparer le concours. Si on le réussissait, on devenait, en l'espèce, inspecteur-élève. Donc je suis allée à Lyon, puisque j'étais à Montélimar et pas à Lyon. Et à Lyon, pendant 1 an, j'ai préparé le concours, en même temps que je faisais des études de droit, puisque l'administration nous faisait une formation de fiscalité, donc du droit public, mais on devait s'inscrire dans les filières de droit privé pour compléter la formation. Donc en fait, moi j'ai eu d'emblée 2 formations, public, privé. Je passe mon concours, je réussis mon concours, pendant encore 1 année c'était encore à Lyon, et ensuite 2 ans à Clermont-Ferrand. J'étais inspecteur-élève, et là, être inspecteur-élève, c'était vraiment financièrement très très intéressant, parce que je pense que ça faisait partie déjà, je crois que c'est encore vrai maintenant, mais ça faisait partie de la fonction publique la mieux payée. La fiscalité, c'est un peu la clé de toute chose. Je pars à Clermont, et puis j'arrive, on faisait la licence en parallèle, j'avais ma licence, et là on me dit, bon maintenant c'est fini, vous allez être inspecteur des impôts. Inspecteur des impôts, en 68, ça ne me disait pas trop. Je me dis, voilà, c'est quand même un peu tôt. Est-ce que je peux quand même faire encore 1 année? Je voulais faire 1 année de DES à l'époque. Non, 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 c'est pas possible. Là maintenant, vous avez la licence à l'époque en 4 ans. Vous avez réussi donc le concours de sortie, donc vous prenez un poste. Et là, j'ai réfléchi, pas très longtemps, et j'ai dit, je démissionne. J'ai quitté l'école des impôts, donc en 68-69 d'ailleurs, hein, c'était à cheval, hein, c'était la dernière année 68-69, et j'ai démissionné, et là, ça a été très compliqué, parce que le directeur de l'école des impôts de Clermont-Ferrand n'était pas du tout d'accord avec ma démission, et surtout, il ne voulait pas que je donne le mauvais exemple. Il y avait mai 68 derrière, hein. Il ne veut pas que je donne le mauvais exemple, que d'autres s'avisent de faire la même chose. Et donc c'est comme ça que je quitte l'école des impôts, avec aucun regret d'avoir fait ça. C'était passionnant, vraiment. J'ai beaucoup aimé les études fiscales.
On faisait en plus de la comptabilité, ce qui m'a aidé d'ailleurs à donner des cours aussi en comptabilité. Et on voyait à la fois public-privé, et ça a été je pense que ça a été une chance. Alors après, pour ce que je voulais faire, je voulais continuer mes études, donc je suis revenue à Lyon, et à Lyon, j'ai d'abord fait un DES, et puis après, j'ai commencé des études de psychosocial. Voilà. Alors ça, c'était une autre voie. Je voulais compléter avec des études littéraires que je trouvais intéressantes, mais qui me manquaient. Alors, je vous fais grâce à la manière dont j'ai vécu à ce moment-là. Je travaillais un peu partout, à droite, à gauche, pour payer mes études, puisque je n'avais plus de revenus. Et j'ai commencé des études de psychosocial à Lyon 2, et qui m'a amené jusqu'à la maîtrise. J'avais une équivalence quand même avant, et c'est comme ça que je me suis retrouvée. J'ai appris énormément de choses. J'ai découvert Durkheim, j'ai découvert Weber, tous les auteurs qui ensuite me seront familiers pour traiter les questions juridiques, en fait, à l'approche sociologique du droit. Je les ai découverts dans le cadre de ces études-là. Donc de hasard en hasard, et c'est là aussi, je crois que la notion de hasard est importante. Depuis le début, je n'avais jamais eu de plan de carrière. J'ai failli commencer une thèse de psychosocial avec un professeur qui est connu d'ailleurs, Maurice Mouillot, qui était un professeur de psychosocial. Et vraiment, ça s'est fait à pas grand-chose. C'est là que j'ai fait mon mémoire de maîtrise d'ailleurs sur... J'ai fait un mémoire de maîtrise sur les couvertures de Charlie Hebdo. Et pratiquement en 10 ans, c'était en 73, ça, quand j'ai fini mes études de psychosocial, en 10 ans, ceux qui font relèvent plus de l'injure que de l'histoire drôle. Et la suite prouvera qu'ils n'avaient pas vraiment changé de... Voilà. Bref, je pars sur cette idée de faire une thèse de psychosocial soutenue par ce professeur, et il se trouve que le hasard, mais vraiment le hasard, fait que à Lyon 3, en droit, il y avait une recherche pour un poste de... alors, on disait documentaliste à l'époque, hein, mais pour prendre en charge des recherches financées et pour lesquelles il n'avait pas de compétences. Et j'avais des collègues qui y étaient et qui disaient toi, tu as une double formation, donc... et c'est comme ça que je suis rentrée. Et là, ça, c'était en 77. Et là, je suis rentrée à Lyon 3, où, fac de droit. Dans le fac de droit, là, j'ai suivi des travaux de recherche. Bon, il y avait différentes études qui étaient en cours, qui ont donné lieu à des publications, d'ailleurs aussi, donc de 77, et ça, ça sera jusqu'en 83. En 77, ce qui était intéressant, c'était de revenir dans une faculté de droit avec cette double formation. Et là aussi, le hasard fait qu'ils avaient besoin, les enseignants avaient besoin de faire un cours dit de criminologie. Alors moi, je dis la criminologie, je ne peux pas l'enseigner comme tel, mais je peux faire un cours de la pensée criminologique et des recherches en matière criminologique. Et donc, j'ai fait ce cours-là pendant plusieurs années. Voilà. Alors, je ne l'ai jamais publié, mais je l'ai un peu regretté parce que finalement, ça aurait pu être intéressant. Et là, tous mes auteurs, toute la réflexion sur le droit pénal, tout ça a été venu de ce cours que j'ai assumé, je crois, de 78 à 83, en fait, à peu près. Donc, c'était des cours que je faisais dans le cadre de mon travail de documentaliste, on disait à l'époque. Et il y avait les premières banques de données aussi, c'était assez intéressant, qui étaient avec des trieuses, des machines qui faisaient des trous pour les arrêts d'appel. C'était très drôle d'avoir vu ça au début. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je me retrouve dans ce cas-là. Et dans ce contexte-là, mais là aussi par hasard, je fais une thèse. Alors pourquoi je fais une thèse? Alors, on arrive à un autre point. Ça n'a jamais été le but. Je veux dire, je n'ai jamais cherché à faire une thèse. D'ailleurs, j'étais plus très jeune, puisque quand je commençais à me dire je peux faire une thèse, c'était en 80, j'avais déjà 30 ans, enfin plus de 30 ans, et j'avais publié déjà énormément de choses. Donc, dans des revues, Langage, j'ai publié sur le procès de Bobigny, j'avais plein de publications. Mais c'était un peu nécessaire de faire une thèse en même temps, parce que je me disais, je vais peut-être essayer de rentrer au CNRS. Et au CNRS, il fallait avoir une thèse pour être recruté, ou l'avoir soutenue, ou être sur le point de la soutenir. Donc là aussi, encore une fois, il faut se dire que tout ça a été guidé par du hasard, et pas du tout.
Et c'est ça qui fait la différence en fonction des origines sociales. Parce que je n'avais rien de tracé. Je n'avais pas de famille qui avait fait non seulement du droit, mais personne n'avait dépassé ce certificat d'études. Hein. Donc, c'était vraiment, il n'y a que le hasard et le sens des choses aussi. Je cherchais à élucider, comprendre. Et le droit m'a toujours paru une entrée extraordinaire pour comprendre la société. D'ailleurs, un qui l'avait bien compris, c'était Durkheim. Durkheim disait la sociologie, il faut l'enseigner dans les facultés de droit. Donc, il a fait des cours de droit de la famille, enfin, d'histoire de la famille, des cours de droit de la famille en réalité. Et ça, je l'avais vraiment découvert en me disant, mais le droit, c'est une mine pour arriver à comprendre comment fonctionnent les sociétés, chacune ayant la sienne. Et Weber a quand même très utilement complété de ce point de vue-là mes éléments de réflexion. Donc voilà, je me suis retrouvée à faire une thèse un peu par hasard, que j'ai faite en même temps que je publiais d'autres choses d'ailleurs. Hein. Il y avait 2-3 études en cours qui ont été publiées. Je me demande encore comment j'ai fait d'ailleurs. Je ne sais plus, je crois que je ne dormais pas beaucoup à l'époque, parce que j'avais déjà 2 enfants. Et donc, encore une fois, voilà, ça n'a jamais été dans un plan. Et dans cette thèse, il y avait Antoine Jameau, il y avait surtout quelqu'un qu'on n'attendait pas, c'était Jean Carbonnier, qui via Jean Vincent, qui était le processualiste de Lyon 3 et qui connaissait bien Jean Carbonnier, avait dit « Ah, mais il faudrait que tu viennes, il y a une thèse sur la jurisprudence qui peut vous... » Alors, je ne sais pas si je tutoyais ou vous voyez, mais il peut vous intéresser. Et il est venu. Il est venu dans le jury et je dois dire qu'on m'a dit après, il n'était jamais venu avant à Lyon et il n'est jamais revenu après. Il est venu parce que ce sujet-là, il soutenait en même temps, en fait, il y avait une thèse qui était en train de se faire sur la jurisprudence aussi, de Marianne Saluden, que vous connaissez peut-être, et que lui pilotait. Et on a voulu confronter l'approche qui était la mienne avec celle, voilà. Et avec ma thèse, 83, je soutiens ma thèse en 83, en même temps que je fais d'autres choses. Et là, je dépose mon dossier au CNRS, vraiment dans la foulée, parce que ça commençait à être un peu tendu dans le laboratoire où j'étais. Le directeur prenait assez mal le fait qu'on parle beaucoup de moi. Donc voilà, il n'aimait pas trop ça. Et donc je suis rentrée au CNRS, j'ai passé le concours en 83 et j'ai commencé une carrière au CNRS en 83. Alors, je n'ai jamais eu d'enseignant dont je puis dire qu'il a illuminé les études. Je pense que la richesse était due à la diversité des enseignements que j'ai eus. Le fait d'avoir fait à la fois du droit fiscal, faire de la compta aussi, c'est-à-dire, et du droit privé, forcément ça ouvrait. Et j'ai trouvé que le droit était presque sans fin, enfin, c'était un paysage sans fin. Ce n'est pas les enseignants, c'est les matières, sans les matières. Bon, j'ai fait beaucoup de droit pénal, d'ailleurs mon DES est un DES de droit pénal, hein, de sciences criminelles, comme on disait à l'époque, mais parmi tout le reste. Et ça, je trouve que cette diversité, le fait d'avoir refusé de me spécialiser d'emblée a été un avantage. Donc ce n'est pas les enseignants, mais les enseignements qui étaient intéressants. Et ensuite, ça a fait que j'étais souple j'étais pas fermée en fait sur les passages. Et surtout, comme je suis rentrée au CNRS tout de suite après ma thèse, je n'ai pas connu les contraintes qui sont liées à l'enseignement supérieur, de s'inscrire dans une filière privée ou publique, ou une agrégation privée ou publique, on y reviendra peut-être. Ça, ces filières-là n'étaient pas les miennes. Je n'étais pas du tout dans ces orientations-là. Donc j'ai eu la chance de ne pas avoir eu à opter et à choisir une filière et à m'y enfermer. Je vois encore aujourd'hui, là, pour être encore dans des jurys de thèse, de voir à quel point c'est pesant, cette filiarisation des enseignements. Ça étouffe, en fait. On vous trouve à l'IEJ dans certaines publications, enfin, vous signez comme ça. C'était quoi exactement le rôle que vous aviez Alors, oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, l'IEJ, c'était héberger en réalité ce petit centre de recherche qui n'était pas un centre de recherche associé au CNRS, hein, c'est un petit centre de recherche. Et il y avait je vous ai dit, il y avait des travaux de recherche qui avaient été prévus, notamment sur la déviance. Il s'était engagé à des signatures. Il y avait des gens comme Léoté aussi qui étaient co-signataires de ce genre de choses et ils ne savaient pas quoi faire.
Ils ne savaient pas, ils s'étaient engagés dans des contrats de recherche qu'ils ne savaient pas traiter. Et donc, on m'a recruté en raison de ma double formation, pour arriver à traiter ces questions-là. Ils ne savaient pas par quel bout ça se prenait. Et c'est comme ça que je suis rentrée sur ces programmes. J'ai d'ailleurs publié des choses. Il y avait Action et Interaction dans l'institution judiciaire. Ça vient aussi de ces programmes de recherche. Et donc, je me suis retrouvée à faire de la recherche, alors qu'officiellement, j'étais documentaliste, ingénieur d'études. Ça correspond à peu près à ça. Qui étaient des postes de contractuels, qui n'étaient pas des postes de fonctionnaires. Voilà. Et donc à ce moment-là, vos premiers articles dans le langage, déjà des articles dans le procès, est-ce que vous pouvez nous en parler aussi de ce que ça représentait pour vous, cette participation à la recherche? Disons que moi, j'ai eu en 1973, j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise, et là, j'ai été engagée dans un programme à Lyon 2, pas du tout à Lyon 3, dans un programme sur le procès de Bobigny et l'avortement. Donc là, le travail consistait à dépouiller de la presse, puisque c'était la presse dans le procès de Bobigny. Et le mot est important parce que j'ai commencé à m'intéresser à la question du rôle de la presse. Là, c'était la presse généraliste, mais aussi, sur le procès de Bobigny, j'ai travaillé sur la presse spécialisée, puisque j'étais juriste aussi, donc je pouvais faire ce travail-là. Et dans la revue Langage, ce qui a été publié, j'ai longtemps travaillé avec une amie linguiste avec qui vraiment on a eu des rapports intellectuels de travail vraiment très, très forts, s'intéresser à la fois à la langue du droit, à la presse juridique. Et la presse juridique, le sujet sur la jurisprudence est venu de mon travail sur la presse. Simplement, la presse juridique, c'était finalement le procès de Bobigny qui était point de vue. Et là, j'étais à Lyon 2. J'étais contractuelle CNRS à l'époque, ce qui était intéressant d'ailleurs, parce que c'était des travaux qui s'est déroulés sur 2 ans, donc ça me permettait de gagner ma vie, ça me permettait de me rôder à des méthodes de recherche, mais il n'y avait pas de juristes du tout, il n'y avait que des psychosociologues, des sociologues, voilà, j'étais vraiment, disciplinairement, c'était ça. Et j'ai introduit l'idée du procès de Bobigny, et de travailler sur la presse juridique, la manière dont la presse avait rendu compte du procès de Bobigny. C'est l'article de la revue Langage. Là, on trouve un lien avec le choix du sujet de thèse. Tout à fait. Et dans quel esprit vous étiez au moment de choisir ce sujet, trouver un directeur? Alors, le directeur, c'était André Decocq, qui était le doyen. On s'entendait bien. C'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux et il appréciait ce que je faisais assez curieusement, alors que ce n'était pas du tout ses idées. Et moi, je lui ai dit, il me dit, vous devriez faire une thèse. En fait, c'était ça l'idée. J'ai dit, tiens, je travaille sur la presse. Je pense qu'il faut prendre la jurisprudence sous l'angle de la publication. Surtout à l'époque, les banques de données démarraient. On était vraiment. D'ailleurs, dans ma thèse, j'ai une partie sur les banques de données juridiques, justement. Et il m'a dit, ah oui, c'est intéressant. Il était d'ailleurs dans mon jury de thèse. Oui, allez-y, faites-la. Et je faisais ma thèse en même temps que je continuais à travailler. Donc c'est comme ça que le sujet est venu. Je me suis intéressée à la presse juridique et à la manière dont se construisait la jurisprudence. Comment, par du contentieux et jurisprudence, c'était la grande distinction contentieux-jurisprudence, la construction par le rôle des publications et de la doctrine, qui est très particulière en France. D'ailleurs, la doctrine joue un rôle essentiel pour faire la jurisprudence. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, c'était le cas en France. Voilà. Et c'est comme ça que la culture que j'avais, qui était une culture de psychosocial, de la presse notamment, puisque Maurice Mouillot était un spécialiste de la presse, et m'a permis de l'aborder avec des outils qui étaient effectivement des outils un peu différents. J'ai pris les recueils de jurisprudence au sérieux. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de ces nouveaux outils que vous avez essayé d'apporter dans la thèse et les idées que vous avez essayé de défendre dans cette thèse? Alors, sur le fait que la jurisprudence n'était pas un donné mais un construit, la question c'est les outils de la construction. Il se trouve que la presse était la voie de sélection des affaires
Et évidemment, c'est pour ça que je redonnais d'ailleurs, je fais un saut temporel, ma contribution au rapport Cadier. Je commence par la première page du journal des juges de paix qui explique que, d'accord, ce n'est pas les arrêts c'est pas les arrêts de la Cour de cassation, mais c'est quand même très important parce que c'est le début, on voit les problèmes qui ensuite vont donner lieu à de la jurisprudence. Vous voyez bien la différence entre les deux. Donc les outils, c'est d'abord de travailler sur la presse, alors avec des outils d'observation. Dans ma thèse, j'ai une petite enquête, pas très développée d'ailleurs, mais enfin quand même une petite enquête. Mais le reste, c'est de travailler sur la construction doctrinale de la jurisprudence. Et là, du point de vue des méthodes, ma thèse elle a troublé d'ailleurs, parce qu'elle était à la fois parfaitement juridique et en même temps il y avait une approche empirique qui n'était pas habituelle dans les thèses de droit. Et effectivement, là on voyait, j'avais le besoin de dire, bon, maintenant comment on rend compte de cette tension qu'il y a. Et il y avait le mot derrière contentieux, et que sait-on du contentieux? Comment le connaître? Et ça, c'est une question qui va arriver après mon entrée au CNRS, c'est comment connaître le contentieux. La notion de statistique, j'ai publié très tôt des articles sur l'usage des statistiques qui existaient, enfin, bon, statistiques judiciaires, mais construire des outils pour arriver à... et là, on fait un saut, je ne suis plus à Lyon, je suis au CNRS et je suis au Centre de recherche critique sur le droit de Saint-Étienne. Et c'est là que les outils vont se développer, en réalité. Et est-ce que déjà, au moment de la thèse, il y avait déjà ces relations avec ces auteurs du mouvement critique? Oui. Oui, avec Antoine Jameau, notamment, qui était enseignant, qui était aussi à Lyon 3, enfin qui n'était pas à Lyon 3, mais qui était aussi à Lyon. Le mouvement critique, c'est une collègue que j'aime beaucoup, qui est décédée maintenant, Cécile Barberger, qui était vraiment une maître de conférence tout à fait originale. Elle a fait des travaux empiriques j'avais travaillé avec elle aussi, travaux empiriques sur le jury criminel. Elle a fait vraiment, elle faisait de la recherche en fait. Et qui nous a mis en relation en disant en disant Antoine Jameau, je connais quelqu'un qui, et en me disant moi, je connais quelqu'un qui. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le mouvement critique du droit. J'étais encore à Lyon 3 quand j'étais dans ce mouvement. Donc il y avait un groupe de jeunes, en fait c'était des jeunes professeurs ou maîtres assistants, comme on disait à l'époque, ce n'étaient pas des maîtres de conférence, c'était des maîtres assistants, qui essayaient de renouveler l'enseignement du droit. C'était plutôt sur l'enseignement du droit que les choses se situaient. Et là, sur l'enseignement du droit, je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment arrivé à quelque chose, malgré les efforts des uns et des autres. Michel Miaille, qui avait lancé le mouvement. Mais donc, Critique du droit a été là dès mon arrivée, même à Lyon 3. Pour un peu finir sur la thèse et la soutenance, on voit qu'il y a François Terré, il y a Jean Carbonnier. Qui est-ce qui représentait la sociologie du droit et qu'est-ce qu'elle représentait peut-être la sociologie du droit à l'époque? Est-ce que vous vous revendiquiez comme sociologue du droit déjà à l'époque Moi, pas du tout. Je revendiquais de construire des objets qu'on puisse traiter. Donc, ce n'était pas un sujet de thèse que j'avais. J'avais un objet de thèse. Et ce sujet, cet objet, je me l'étais donné à l'issue de ma carrière, c'est de tout ce que j'avais fait, qui avait un sens très précis pour moi. Je n'ai pas dit que c'était une thèse de socio du droit. De toute manière, c'est une thèse de droit privé. Et c'est peut-être la présence de Carbonnier qui en a testé davantage, parce que lui, il l'a compris un peu comme ça, mais en même temps, il a été étonné du fait que c'était aussi une thèse de droit. Parce qu'il avait tendance à faire une séparation très nette entre le droit et la sociologie. Les sociologues sont là pour éclairer le droit et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ineffectivité, rapprocher. Voilà. Il avait une vision très
très séparé. Bon, je l'ai beaucoup critiqué par ailleurs, mais gentiment, parce qu'il était assez représentatif de l'approche des professeurs de droit, hein, qui faisaient bien une séparation. Donc moi, j'avais fait une thèse de droit. On devrait pouvoir faire une thèse de droit sur... Là, d'ailleurs, je travaillais sur des textes, hein, parce qu'on a oublié que tout ça a été très structuré. Alors, par des textes, on ne parlait pas toujours, hein, déjà des questions d'organisation judiciaire, sur la Cour de cassation. J'ai une grande partie sur l'histoire de la Cour de cassation et le lien très étroit qu'il y avait entre la publication et faire connaître. Donc effectivement, je dois dire, je crois, je peux considérer que je n'ai pas été suivie, mais je n'ai pas cherché à être suivie. J'avais un objet et je voulais aller jusqu'au bout de mon objet, être capable de restituer quelque chose qui soit opératoire et qui à la fin dit, je peux travailler sur la jurisprudence, je peux faire un travail comme font les professeurs juristes habituels, commentaires des arrêts, mise en perspective des arrêts, etc. Et en même temps, travailler sur le contentieux, c'est-à-dire ce dont les tribunaux sont saisis et le sens que ça a socialement de saisir des tribunaux de ces questions-là et l'évolution dans le temps. Mais on ne mélange pas les deux. Je suis de la jurisprudence, je fais un travail sur la jurisprudence, je ne fais pas un travail sur le contentieux et je ne m'autorise pas l'induction, c'est-à-dire d'un contentieux, je n'induis pas la jurisprudence et inversement, de la jurisprudence, je ne peux pas déduire que c'est comme ça que ça se passe devant les tribunaux. D'ailleurs, pour des raisons juridiques. Hein, puisque justement, il n'y a pas d'autorité particulière. Donc, effectivement, ça m'a permis de séparer des modes d'approche et donc d'affiner des méthodes. Parce que c'est quand même là qu'on se rendait compte qu'autant sur la jurisprudence, on pouvait à peu près savoir comment faire, autant sur le contentieux, là, c'était un peu... Et là, les juristes s'y intéressaient pas du tout, du tout. Et encore maintenant. Ce qui est plus ennuyeux. Et en fait,